Dear. Valide. People. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Depuis le début de cette saison, nous vous proposons des hors-séries pour pouvoir parler d'autres sujets associés au handicap. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une conversation que j'ai pu avoir avec mon ami Thibaut dans un café. Donc si vous entendez des bruits en fond, c'est normal, mais le son est totalement clair et limpide. Durant cette conversation, nous avons eu l'occasion de parler de beaucoup de choses, du terme handicap, du validisme, de ces exemples insidieux, de la légitimité de pouvoir parler du handicap mais sans être concerné, et bien d'autres choses encore. J'espère que vous apprécierez cette conversation, chers auditeurs. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bonjour Thibaut. Bonjour Damien. Comment ça va ? Bah ça va pas mal. Ouais. Ouais. Tu me disais en off que ça te stressait un petit peu. Je me demandais pourquoi. Ben, connaissant le sujet de la conversation qu'on va avoir, même si on est sur une discussion, on peut dire casual, ça reste des sujets qui sont engageants socialement. Et donc forcément, même si on y réfléchit beaucoup, la parole, une fois qu'elle est énoncée, c'est fait. Donc oui, je pense qu'il y a un peu d'appréhension à essayer de maîtriser son discours, ce qui n'est pas toujours faisable dans le direct. Ouais. Après, pour émettre une petite nuance, ton discours, il va évoluer aussi. Et je pense que de pouvoir l'énoncer, c'est lui donner la possibilité d'évoluer aussi. Alors que quand tu ne le dis pas, en fait, il reste dans ta tête et des fois, il peut se consolider. Ouais, je suis d'accord avec toi, effectivement, quand tu énonces, tu confrontes ton point de vue au réel de l'autre. Et effectivement, je pense que tu multiplies beaucoup les opportunités d'avoir des nouvelles informations, des nouveaux points de vue et effectivement, d'évoluer. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on va parler de handicap. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de toi, ton rapport avec ce domaine, avec cette thématique ? C'est large comme question. Oui. Mon rapport avec le handicap, c'est quelque chose qui remonte à relativement loin, je pense, puisque assez tôt, dans mon environnement, on va dire moyen proche, j'ai eu des personnes en situation de handicap. J'avais une personne non-voyante assez âgée et une personne aussi qui était mutique et malentendante. Et donc du coup, c'est des sujets auxquels j'ai été confronté assez vite, et je me souviens qu'étant enfant, très tôt, c'était mais comment elles font ces personnes en fait, comment elles font pour interagir avec le monde. Bon, alors là je le dis avec des propos d'une personne de 30 ans, mais quand on a 6, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais oui. Donc je pense que c'est des questions que j'ai depuis longtemps et qui vont et viennent aussi avec l'entourage proche. Quand tu rencontres des personnes qui effectivement sont dans ces situations, ces questions reviennent d'autant plus. C'est quelque chose qui va et qui vient, quoi. Et tu disais que justement aujourd'hui t'en parles avec une personne en ayant 30 ans, donc tu as eu du recul sur le sujet. Et est-ce que tu penses qu'encore aujourd'hui il y a des personnes de 30 ans ou plus qui sont comme toi à l'âge de 6 ans ?
Oui, alors prendre du recul, j'ai essayé d'en prendre un petit peu. Après, je pense que c'est l'expérience d'une vie. Hein. Comme tu dis, on évolue au quotidien. Est-ce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ont 30 ans et qui ont les mêmes niveaux de réflexion que j'en avais à 6? Je sais pas, peut-être. Le fait est que, comme tout, j'ai la sensation que si le réel ne t'y confronte pas, c'est très difficile en fait d'aborder des questions telles que la situation de handicap. Moi, du coup, j'ai eu les opportunités de façon régulière, justement, d'être confronté à ces situations-là par l'intermédiaire de mes rencontres. Mais j'ai pas de mal à imaginer qu'une personne qui a vécu dans un environnement où justement c'était pas le sujet, peut très bien arriver à 30 ans relativement vierge de toute question en fait. Et là, oui, je pense que la confrontation au réel, elle peut être un peu abrupte. Ouais. Donc en quelque part, est-ce que tu dirais que c'est une chance que tu aies été confronté si tôt? Oui, je pense, dans le sens où, comme toutes les expériences, plus tu es mis en relation avec l'autre, quelle que soit sa forme, quelle que soit la diversité, et plus ça enrichit ta capacité à voir le monde, et puis ça enrichit ta vie, tout simplement, en fait. Donc oui, je pense que c'est une chance. Ouais. Ok. Donc maintenant, on va dire rentrer dans le vif du sujet. On a parlé de ton rapport au handicap de manière générale. Est-ce que toi, tu te considères en situation de handicap et pourquoi? Alors ça, c'est une question compliquée. Pour répondre rapidement, je dirais non. Mais pour ça, il faudrait poser une définition sur qu'est-ce que c'est être en situation de handicap. La façon dont je vois ça, c'est... je dirais qu'on est en situation de handicap lorsque notre situation nous amène à avoir des contraintes, des limites sur les plans moteurs, intellectuels et ou émotionnels, les trois. Mais que ces limites et contraintes, elles sont d'une envergure significative. Je pense que tout un chacun a ses propres limites et difficultés sur ces sujets-là, que ce soit du coup le moteur, l'intellectuel ou l'émotionnel. Mais du coup, la question, c'est où est-ce que tu mets le curseur pour te dire, ok, là, je suis en situation de handicap, là, je le suis pas, là, je le suis vraiment. De mon impression, de mon expérience du réel, de mon côté, je pense que je ne suis pas dans cette zone grise, qui est plus ou moins étendue. Mais pour moi, c'est compliqué à dire. Donc c'est pour ça, en peu de mots, je te dirais non. Je ne pense pas. Donc justement, pour rentrer un petit peu là-dedans, dans cette complexité, pour toi, ça dépend donc des situations. Et pourtant, il y a ce terme de personnes handicapées. Donc il y aurait des personnes qui auraient cette identité handicapée. À quel moment pour toi ça commence? Comme je te dis, en fait, j'en sais rien. Et je pense que c'est un enjeu social. C'est-à-dire que moi, Thibaut, je dise telle personne est en situation de handicap ou pas, ça affecte mon réel, effectivement, mais ça affecte pas tant que ça la vie des personnes concernées. Quand l'État, par contre, va venir poser cette question-là, d'où est-ce qu'on met le curseur à travers les personnes qui le décident, du corps médico-social essentiellement, je suppose. Là, par contre, ça a un impact massif, puisque on sait qu'à partir du moment où il y a cette reconnaissance, il y a accès à tout un tas de processus, d'aides, etc. Et puis il y a un aspect social aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'étiquette nous donne cette étiquette-là, le rapport social au monde change. Donc moi, je suis incapable de dire quand ça commence et quand ça finit. Par contre, ce qui est évident, c'est que c'est un enjeu majeur pour tout le monde, pour les personnes concernées et même pour le reste du corps social. Donc comme tu disais, des fois, c'est l'État qui va nous poser cette étiquette-là. Est-ce que tu as l'impression qu'il passe une reconnaissance un peu binaire? Finalement, on est soit en situation de handicap, soit valide. Est-ce qu'il n'y aurait pas un entre-deux aussi?
Ah bah, c'est de toute façon les limites de la catégorisation en tant que concept général et philosophique, c'est-à-dire que l'être humain, de ce que j'en comprends, a besoin de former des catégories pour s'y retrouver, pour pouvoir appréhender le monde. Et l'État est constitué d'humains, le corps médico-social est constitué d'humains, et effectivement, ils disent soit vous l'êtes, soit vous l'êtes pas. Mais la situation, elle est beaucoup plus compliquée que ça, et la zone grise, elle est très très étendue selon moi. Donc, il faudrait imaginer des processus d'évaluation de cette caractéristique des personnes qui soient beaucoup plus nuancés que juste un on-off, vous êtes valide ou vous êtes en situation de handicap. Mais bon, ça c'est compliqué je suppose, parce que si c'était simple ce serait fait depuis longtemps. Et pour le coup, je suis pas là. Ouais, vu que je suis pas très au fait non plus de tous ces processus, ça m'est difficile de dire à quel point ce qui est en place est facilement modifiable ou pas. Ça pour le coup c'est plus à toi de me le dire, je pense. On en reparlera après. Et pour le coup, tu te reconnais. Alors, c'est compliqué de répondre à la question. Est-ce que tu es en situation de handicap ? Est-ce tout aussi compliqué de dire est-ce que tu es en situation de validité, de dire que tu es valide ? Pour moi, c'est une question de sémantique. Et ça ne veut pas dire que c'est une petite question. Hein. C'est pas parce qu'on utilise de façon un peu interchangeable les concepts de non-validité égale être en situation de handicap ou l'inverse que ça n'a pas de sens. Pour moi, le choix des mots est important. Et autant me dire pas en situation de handicap, ça m'a l'air d'être une forme de statut sur quelles sont mes capacités en général. Me dire valide, là ça me pose nettement plus problème, parce que valide, c'est être validé. C'est être en situation d'avoir été validé par quelqu'un. Et ça me plaît pas du tout en fait comme concept. C'est-à-dire que sémantiquement, ça veut dire que certaines personnes sont validées par le corps social, elles sont valides, elles ont reçu la validation, et d'autres le sont pas. Et ça en fait, le choix des mots, je le trouve vraiment pas approprié pour le coup. Que tu aies un handicap, que tu aies une situation de handicap, ça me semble être un fait. Que tu sois valide et donc validé, ça m'a l'air déjà un peu plus tendancieux philosophiquement. Parce que ça m'évoque deux questions. Est-ce que pour toi, il n'y aurait pas une nuance déjà à faire entre être valide et être validé ? Si, forcément, puisqu'on dit bien vous êtes une personne non valide et pas non validée. C'est-à-dire que le choix des mots, il est quand même fait à un moment. Il y a une limite dans le côté affreux du choix des mots. C'est-à-dire que c'est pas validé, c'est valide. Malgré tout, je pense que l'inconscient derrière, il travaille, et que derrière le choix d'un terme qui tourne autour du concept de validation, on peut pas dire que c'est pas là et juste le mettre sous le tapis. Donc bien sûr qu'on ne dit pas que vous êtes validé ou pas validé. Malgré tout, je pense que la racine sémantique du concept, elle est là, sous-jacente, et qu'il faut en avoir conscience. On va prendre le temps un petit peu d'en parler, parce que moi, ces derniers temps, je parle de ça aussi, qu'il y a des personnes handicapées, des personnes valides, et souvent, en effet, les personnes me disent quelque chose de similaire, c'est que ce mot, sous-jacent la question du critère de qualité, d'être validé. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer, justement, c'est que c'est pas ça. C'est pas une question de critère de qualité, mais c'est une question d'identification politique et de reconnaissance de ses privilèges. Et qu'au final, c'est deux sens différents du même terme, mais qui ont des sens très distincts. Est-ce que toi, ça te semble plus valable comme ça, sans vouloir dire valider? Est-ce que je valide le choix du mot valider? C'est ça. En fait, je suis pas sûr de bien saisir la nuance de ta question. Moi, j'ai beaucoup réfléchi au terme de validisme, pour le coup, qui vient avec. Donc, peut-être que je peux
parlé de ce terme-là plus tôt. Bien sûr. Pour moi, le validisme, il va rejoindre les autres mots qui vont avec, tels que racisme, sexisme ou les phobies contre les personnes LGBTQIA+. Pour moi, le validisme, je vais être très théorique, c'est un rapport de domination d'une partie du corps social, à savoir les gens dits valides, envers une autre partie du corps social qui sont les gens dits non valides. Donc, si tu veux, pour moi pour moi, c'est des questions qui sont compliquées, et quand on demande le rapport au validisme, c'est est-ce qu'on veut qu'il y ait des personnes dominées dans la société. Pour moi, elle est là, en fait. Derrière la question du validisme, c'est est-ce qu'on a envie qu'il y ait des personnes qui, conscientes ou non conscientes, exercent un rapport de domination, un rapport de discrimination, et aussi qui l'entretiennent avec une certaine forme de façon de parler, de façon de penser, plus ou moins intériorisée. Je ne sais pas si je réponds à ta question ou pas vraiment. C'est une conversation libre, tu as le droit aussi d'apporter les sujets. Mais dans ce cas-là, moi, je me pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que être valide est de la famille de validisme et non de la famille de validité? On peut faire cet exercice de pensée. Là, moi, je te réponds de ma propre subjectivité et de la façon dont les mots se connectent, si tu veux, dans mon cerveau. Oui, si tu veux, on peut essayer de détacher le côté le corps social te valide comme étant une personne de qualité. On peut mettre ça de côté et juste prendre vraiment validisme, valide comme du coup des mots qui viennent remplacer ou compléter situation de handicap. Moi, la question que je me pose, en fait, c'est est-ce que le privilège qu'il y a déjà, c'est que nous, on peut nous considérer comme personnes handicapées, mais que nous, personnes handicapées, on n'aurait pas le droit de vous dire valide. Tu vois, aussi, moi, ça me fait penser à ça, c'est que y a ce rapport de domination, comme tu disais, est-ce qu'il commencerait pas par là? Est-ce qu'il commencerait pas par... Nous, on peut nous mettre une étiquette, mais l'inverse n'est pas possible. Là où on arrive à dire homme, femme, personne blanche, noire, arabe... Finalement, là, est-ce que là, on n'est pas encore dans cette situation où on est en train de dire personne handicapée et on ne sait pas. Alors, tu as tout à fait raison. Et même, tu parlais du coup de la blanchité comme exemple. C'est pas simple non plus. C'est-à-dire que pour moi, je pense que le lien, il est assez net entre... la blanchité et le validisme, dans le sens où, effectivement, c'est un rapport de domination dans les deux cas d'une partie du corps social envers une autre, mais on va toujours nommer la minorité et jamais la majorité. Et donc, effectivement, dire que les gens sont valides, dire que les gens sont blancs, c'est effectivement mettre un nom sur le privilège et sur la réalité sociale, de la réalité que eux ils éprouvent, souvent inconsciemment. Dire que tout le monde est pensé pour... en fait, les gens du groupe social dont je fais partie, en fait, c'est-à-dire les gens qui sont des hommes, qui sont blancs, qui sont jeunes, qui sont valides. Enfin, et effectivement, là, pour le coup, je te rejoins que dans le... Dire qu'une personne est en situation de handicap, ça vient pas souvent avec le fait de dire qu'une personne n'est pas en situation de handicap. Par contre, le fait de dire qu'une personne est valide, ça, par contre, c'est rentré dans le langage. Et c'est peut-être, oui, une force, du coup, de ce concept-là. C'est que ça permet de souligner qu'effectivement, y a beaucoup de privilégiés et une minorité de non-privilégiés, et qu'on n'a pas assez tendance à penser le rapport de force sous cette sémantique-là. Ouais. Donc, pour le coup, ça fait suite à ma prochaine question. Est-ce que pour toi, on devrait utiliser le terme handicapé ou valide comme identification politique, à la manière de dire je suis un homme blanc, jeune, comme tu as pu le dire juste avant? C'est difficile comme question. Dans
dans le sens où en plus tu la poses à une personne non concernée. Donc j'arrive là avec un manque de légitimité assez fort pour m'exprimer sur quel terme est-ce qu'on peut utiliser ou pas sur ces questions-là. Est-ce que c'est une partie de l'identité des personnes, le fait d'être ou non en situation de handicap? Pour moi, la réponse, elle est oui. Et ce serait une hypocrisie pour moi de dire que non, être en situation de handicap, ça ne fait pas partie de l'identité de la personne. C'est tellement majeur dans la construction sociale et la construction de la vie en général de la personne que, bien sûr, que ça fait partie de son identité, comme le fait qu'elle puisse être racisée, qu'elle soit un homme, qu'elle soit jeune ou pas. Enfin, pour moi, oui, ça fait partie de l'identité. Après, c'est une partie. C'est un fragment. Et il faut se garder d'en faire un point d'essentialisation et d'uniformisation. Bien sûr. Après, je pense que le fait que tu ne sois pas concerné n'a pas de rapport dans la question parce que pour moi, je pose la question de manière générale, vraiment en termes d'identification sociale et de position sociale dans le monde. Est-ce que c'est important de se reconnaître valide ou handicapé dans sa position sociale, autant que de dire est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis blanc, est-ce que je suis noir, est-ce que je suis hétéro, est-ce que je suis homo, etc., etc. Si on se positionne d'un point de vue sociologique, je pense que oui, ça a du sens. Puisque, comme je le disais, c'est attaché à un rapport à la réalité fondamentalement différent. Qu'on soit une personne valide ou non valide, le rapport au réel, il est fondamentalement différent. Et donc, sociologiquement, les interactions sociales, elles sont différentes. On n'est pas considéré pareil, on n'est pas traité pareil. Et donc, si on veut commencer à mettre en question le système et les interactions sociales qui le sous-tendent, il faut commencer par nommer les choses pour qu'on puisse communiquer dessus et commencer à constater le réel, le partager et commencer à construire une opposition ou en tout cas un changement. Donc oui, je pense qu'il faut dire les termes, entre guillemets. Merci. On va revenir sur la notion de validisme. Il me semble que j'ai donné une forme de définition. Est-ce que tu pourrais la redonner et peut-être donner des exemples aussi de... Tu veux que je redonne ma définition du validisme ? Oui. Ok. Donc, pour moi, le validisme, c'est un rapport de domination entre, du coup, une classe majoritaire, qu'on va désigner comme étant valide, envers une classe minoritaire, qui serait donc les personnes non valides. Et donc un rapport de domination, c'est quoi ? C'est deux choses. C'est premièrement un exercice, c'est-à-dire donc les personnes valides vont exercer ce rapport de domination sous la forme de discrimination ou d'inégalité. Et c'est aussi, donc l'exercice est aussi l'entretien de cette configuration qui permet l'exercice. Et donc l'entretien, il se fait par des façons de parler, des façons de penser plus ou moins intériorisées. Pour moi, c'est ça, donc le validisme. Alors, tu veux des exemples ? Tu as c'est un continuum, si tu veux. Il y a des choses plus ou moins graves, plus ou moins évidentes. Si on veut aller dans l'évident, tu as tout ce qui va être la violence psychologique ou physique ou émotionnelle à destination des personnes handicapées. Alors que ce soit dans les institutions de l'État, l'éducation nationale ou la santé. On peut voir ça dans les lieux publics. Si tu veux, juste la violence concrète, la façon dont les gens parlent, dont les gens s'adressent dans les transports en commun aux personnes en situation de handicap. Ça, c'est peut-être le plus simple et évident parce que la violence, tu la constates
directement. Mais ça peut être beaucoup plus insidieux que ça, dans les façons de penser, dans les usages. Tu vas retrouver comme pour le racisme et pour le sexisme, tu as plein de petits mots, de petites expressions de notre langage courant qui sont pas très jolies à entendre. Notamment, je sais pas, sur les situations de handicap mentaux, tu as plein de mots qui peuvent être utilisés. Rien que le fait que t'es pas débile, ça a un sens initialement, ce genre d'expression. Après, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre Si tu prends le cas de l'accessibilité des lieux publics, ça c'est une forme d'entretien, dans le sens où tant qu'il n'y aura pas alors là, je te parle de choses là encore que je maîtrise pas très bien, puisque c'est pas un sujet que j'ai profondément étudié, mais de mon point de vue, tant qu'on mettra pas en place un ensemble de subventions d'État et de contraintes pour permettre à l'ensemble des bâtiments publics d'avoir du coup de l'accessibilité pour tout le monde et de façon constante et consistante, on va entretenir du coup un rapport de domination qui feront que certaines personnes seront inégales par rapport à l'accès aux services publics qui sont par définition à destination de l'ensemble des citoyens. Tu veux d'autres exemples ? Non, ça va. Je vais rebondir sur quelque chose que t'as dit, c'est évident. Est-ce que ça l'est réellement ? Alors, quand j'ai dit c'était évident, je prenais l'exemple par exemple d'une personne dans les transports en commun qui va exercer une violence physique ou verbale envers une autre personne qui est en situation de handicap. Moi, c'était là l'évidence, c'est-à-dire que tu la constates dans le réel tout de suite et tu la vois, si tu veux. Donc c'est pour moi le caractère évident. Est-ce que ça a quelque chose d'évident, le pourquoi et le comment ? Pas du tout. Si tu veux, quels sont les mécanismes qui vont amener des personnes à exercer ce type de violence ? Pourquoi est-ce que ça leur vient à l'esprit ? Pourquoi est-ce que le filtre social de « non mais c'est pas ok de faire ce truc-là », pourquoi ça intervient pas ? Là c'est très loin d'être évident. Et là, faut rentrer dans de la socio et de la psycho, ou peut-être que mes compétences vont arriver à leur limite. Oui, on peut commencer, je pense, à en parler entre nous, même si on n'est pas licencié ou masterisant sociaux ou en psycho. Est-ce que c'est pas aussi une notion de règles instanciées par l'État et des règles qui n'ont jamais pris en compte la situation de handicap, mais qui a toujours pris en compte la situation de validité pour créer ces règles sociales, notamment en France, pour rester en France. Je suis pas sûr de bien saisir le tenant de la question. Est-ce que tu veux dire que y a des lois édictées par l'État qui sont censées protéger l'ensemble des citoyens ? Ok. Ces lois-là, est-ce qu'elles ont leur adaptation pour les personnes en situation de handicap ? Est-ce que c'est précisé dans la loi ? Probablement, même si je ne suis pas juriste, j'ai quand même envie de dire que normalement c'est assez précisé que le handicap n'est pas censé justifier la violence. Ça me semble un prérequis acceptable. Peut-être pas, d'ailleurs. Est-ce que le respect de la loi, il est suivi ? Non. Mais comme pour plein de choses, parce qu'on n'a pas des flics partout, et Dieu merci d'ailleurs, et on n'a pas des flics toujours très formés sur ces questions non plus, je pense. Ça c'est évident. Au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi flottant dans l'esprit collectif une forme de légitimité à exercer de la violence sur les minorités en général ? J'ai bien peur que si, en fait, et qu'on la combat tous les jours. On se dit dans une société humaniste qui promeut ce genre de choses. Le fait est que je pense que si, parmi un certain nombre de personnes, le fait d'exercer de la domination envers les personnes minoritaires et dominées, c'est ok. Et là, pour venir changer ça, oui, je pense que c'est le rôle de l'État, en partie. Mais bon, le fait est qu'on continue de voir la domination s'exercer quotidiennement. Est-ce que tu penses que l'exercice de la domination, c'est aussi
ça donne c'est un rôle pour rassurer les personnes dominantes de leur position sociale et leur position de domination. Complètement. Oui, puisque je pense que ça fait partie intrinsèque de beaucoup de personnalités humaines, qu'à partir du moment où elles ont quelque chose, qu'elles ont un acquis, qu'elles ont un privilège, il y a une angoisse irrépressible de le perdre. Et la position de dominant, je pense qu'elle s'entretient par son exercice de la domination. Donc oui, je pense qu'inconsciemment, il y a une forme de peur que tout le monde soit égaux et que ces personnes perdent leur avantage social. Et donc cette peur peut en partie se concrétiser par le fait juste d'être des personnes détestables et d'exercer une domination plus ou moins directe envers les autres. Tu vois qu'on fait un peu de psycho sans être psychologue finalement. Oui, est-ce que pour autant il faut donner du crédit à ce que je dis ? Pourquoi pas ? Je viens d'un cursus scientifique à la base, où on nous apprend quand même que il faut prouver ce qu'on dit, il faut gagner entre guillemets la légitimité de s'exprimer face à ses pairs, et ce en démontrant par la force justement de la démonstration scientifique que ce qu'on dit c'est la vérité. Alors là on parle de sciences sociales, donc déjà la vérité elle est sans doute un tout petit peu plus nuancée que celle de la physique par exemple, c'était mon champ d'activité. Malgré tout j'ai quand même un peu cette pudeur intellectuelle de venir me positionner sur des sujets où je ne suis pas concerné, et 2, je n'ai pas étudié en profondeur la question pour avoir des bases solides et proposer quelque chose que moi j'estime être suffisant en valeur. Est-ce que justement la valeur elle n'est pas là ? Est-ce que pour toi c'est pas de première importance que des personnes non concernées puissent parler de ces sujets avec humilité ? Alors, j'ai 2 réponses. La première, c'est que dans la société dans laquelle on vit, j'ai quand même l'impression que la majorité du temps, ce sont des personnes de mon groupe social qui s'expriment sur des sujets où il ferait mieux de se taire. C'est-à-dire, on entend beaucoup de personnes blanches, des hommes, valides, hétérosexuels, la liste est longue, qui donnent leur point de vue sur des choses qu'ils ne connaissent pas et dont les conséquences ensuite sont souvent dramatiques. Donc ça c'est le premier point. Donc, vu que je constate ça souvent, j'ai quand même un peu de réserve à m'exprimer sur des sujets qui ne me concernent pas directement. Le deuxième point, c'est, je suis d'accord avec toi, il faut que tout le monde se saisisse en tant que société de ces sujets-là. Même les gens qui ne sont pas concernés, entre guillemets, au premier chef. Mais pour moi, il faut qu'ils s'expriment en ayant conscientisé leur place et en ayant demandé aux personnes, alors je vais rectifier ce que je viens de dire, en s'étant renseigné à l'avance, de préférence sur des sources écrites, et si c'est pas suffisamment clair, demander un peu d'explication aux personnes concernées. Mais bon, c'est comme les mecs qui demandent des explications sur le féminisme aux femmes. Il y a un moment, elles n'ont pas que ça à faire non plus, elles ont la lutte à mener, donc voilà. La pédagogie a ses limites. C'est surtout qu'il y a un moment où, en tant que dominant, on va pas en plus demander aux dominés de nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire. C'est qu'il y a un moment, il faut qu'on se prenne par la main, qu'on aille se renseigner et qu'on se bouge. Donc oui, il faut qu'on parle, mais en ayant au maximum fait l'effort de se renseigner sur les sujets en amont pour éviter de juste dire des conneries, en gros. Est-ce que selon toi, justement, ce qui serait une solution à éviter ce genre de choses, c'est d'arrêter de parler de point de vue, mais de parler d'expérience vécue? Oui. Question suivante. Voilà. Non, je rigole. Oui, merci, c'était la fin de cet épisode. C'était tout pour ce soir. Non, bien sûr que l'expérience apporte
quelque chose d'inestimable. C'est-à-dire qu'on peut parler théorie, on peut parler sociaux, on peut parler de rapports de domination. Le fait est que quand tu te prends un point dans la face, tu as un échantillon de ce qu'est le rapport de domination beaucoup plus concret et beaucoup plus marqué que quand tu en parles dans un salon de café pendant des heures. Donc oui, il faut demander aux gens comment ils vivent le réel, c'est quoi, quelles sont les caractéristiques concrètes du rapport de domination tel que eux ils le vivent pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il faut changer. Oui, mais est-ce que cette question aussi de l'expérience vécue, elle ne vient pas parler de ce qui existe pour les personnes concernées, mais aussi prendre en compte qu'il n'existe pas encore pour les personnes dominantes. Et qu'au final, quand les personnes dominantes parlent d'expérience vécue, elles peuvent prendre en compte ce qu'elles ne savent pas, ce qu'elles n'ont pas vécu. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. C'est pas cristallin. Mais je vais essayer de répondre quelque chose de... Si je comprends ce que tu dis, c'est est-ce que dans l'objectif de progresser sur notre façon d'aborder les rapports de domination, notamment sur le validisme, est-ce qu'il n'est pas important de poser des questions aux personnes valides pour comprendre leur expérience à eux de ce que c'est le validisme. Et par rapport au handicap, ce qu'on a discuté au début de l'émission d'ailleurs, ton rapport au handicap, est-ce que tu te considères handicapé, est-ce que tu te considères valide? Et pour moi, ça permet de pouvoir bouger aussi. Je trouve que dans le terme point de vue, dans la question de point de vue, il y a quelque chose d'instancié qui ne bougera jamais, qui est vrai pour toutes les situations. Que dans la question de l'expérience vécue, ça peut être mouvant et qu'il n'y a pas la question de la vérité, mais des vérités. Et quelles sont-elles? Oui, je pense que effectivement venir poser la question aux dominants de comment est-ce qu'ils vivent leur situation de domination, oui, ça va apporter de l'eau au moulin et des questions intéressantes. Après, il faut, je pense, garder des proportions bien mesurées sur cette question, puisque donner le micro aux dominants, ok, mais encore une fois, on voit bien que dès qu'on leur donne, ils le gardent et ils le rendent plus. T'inquiète. Tu vas me le rendras à la fin de l'émission, t'inquiète. J'espère bien. Mais pour le coup, ça va faire suite à ma prochaine question. C'est est-ce que tu as déjà vécu des situations avec des personnes en situation de handicap où tu avais besoin de... Il y avait une situation d'aide et que tu ne savais pas comment les aider. Et au final, je rajouterai aussi quelque chose qui est en lien avec ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est est-ce que tu as ressenti ta domination et ton rapport de domination et qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ça? Alors, donc deux questions. Donc la première, est-ce que ça m'est arrivé d'être face à une situation avec une personne en situation de handicap où la personne a besoin d'aide et où je ne sais pas comment réagir? Oui, tout le temps. Je veux dire, c'est même quand tu as l'habitude, même quand tu es au contact régulier d'une ou de plusieurs personnes qui sont en situation de handicap, tout le temps. Tout le temps. Alors bien sûr, avec des fréquences qui diminuent, mais on n'est pas l'autre. Déjà, quand tu es quand tu as deux personnes qui ont des situations, on va dire, relativement analogues, déjà là, on a du mal à se comprendre entre êtres humains parce qu'on est dans notre propre réel et on est dans une subjectivité permanente. Et comprendre les besoins de l'autre, ça demande des efforts de communication très très importants. Alors là, quand en plus, la personne vit une réalité relativement différente parce qu'elle est en situation de handicap par rapport à toi, bien sûr que tu passes ton temps à être confronté à des situations que tu n'as jamais vécues et que tu n'as jamais même imaginées. Donc tout le temps, en fait, quand j'ai des personnes autour de moi en situation de handicap dont tu fais partie, et bien sûr que ça m'arrive souvent que je ne sais pas quoi faire. Du coup, mon cerveau s'emballe, il essaye de trouver une réponse pertinente en un minimum de temps. Parfois, il y arrive.
parfois il n'y arrive pas. Et quand vraiment je bug, je finis par poser la question, parce qu'il y a un moment où il faut que la situation se résolve. Mais oui, c'est évident. La deuxième question, c'est est-ce que ça me fait sentir mon rapport de domination ? La réponse elle est oui, bien sûr, parce que je vois bien que quand la personne rencontre une difficulté qui est propre à sa situation de handicap et que moi, je ne la partage pas, bien sûr que ça me renvoie à mon statut privilégié et je me dis c'est pas juste, c'est pas normal, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ? Et bien sûr qu'il y a une forme de culpabilité sous-jacente qui remonte assez vite et je pense que c'est relativement normal. C'est ce qui fait qu'on est humain aussi, c'est que à travers le fait qu'on vit des situations différentes, l'empathie fonctionne, en tout cas chez moi, relativement activement et j'éprouve une forme de culpabilité de constater que notre société ne peut pas nous apporter des réponses équitables en fonction de notre situation. Voilà. Merci. On arrive gentiment à la fin de notre conversation et moi j'aimerais revenir sur quelque chose qu'on a un peu dit au tout début, pas tant, mais discuter sur la raison de pourquoi c'est si dur de parler de tout ça, au final de parler de ces rapports de domination, de parler de handicap. Est-ce que toi tu penses que c'est un sujet dur d'en parler plus que d'autres ? Alors oui, c'est un sujet qui est difficile puisqu'il demande déjà d'avoir pas mal réfléchi à la question avant. C'est des questions qui sont pas simples, les questions sociales. Et donc de base, on va venir discuter de quelque chose qui est central dans la vie de certaines personnes. Donc c'est un sujet peut-être pas forcément difficile, mais c'est un sujet sérieux pour moi quand on l'aborde. Après, c'est un sujet qui est engageant parce qu'il est éminemment politique. Je veux dire, on ne peut pas départir le sujet du validisme comme ceux des autres rapports de domination sans le voir comme un sujet politique dans le sens où ça concerne tout le monde et si on veut amener notre société à s'améliorer et à être plus équitable pour tout le monde, ça passe par ces discussions-là, ce qui les rend sérieuses. Donc pour le coup, ça fait suite une autre dernière question. Pour toi, quelle est la situation actuelle ? Comment tu pourrais toi la décrire autour du handicap / validisme ? Et pour toi, quelle action permettrait d'aller vers cette évolution dont tu nous parlais ? La situation, elle est bien mais pas top. On part de loin. Je veux dire, sans faire l'historique que je ne connais pas très bien, mais bon, je suis un peu renseigné sur la question, on part de très très loin. Donc, effectivement, c'est mieux et j'espère qu'on est sur une pente positive et que ça progresse. Malgré tout, c'est pas top, dans le sens où il suffit d'ouvrir un peu les yeux pour constater que les inégalités, elles sont là, elles sont profondes et que la discrimination, elle est loin d'être terminée. Quant à dire quelles sont les choses qu'on peut faire pour améliorer, il y en a beaucoup. Je te parlais tout à l'heure de l'accessibilité aux lieux publics, c'est un sujet qu'on pourrait travailler. Moi, un de mes sujets professionnels, donc moi je suis développeur web. Je vois bien que dans mon métier, c'est une question qui devrait être centrale et qui ne l'est pas toujours. Moi, je travaille dans le cadre de mon métier quand même avec pas mal d'organismes publics, donc c'est une question qui nous revient par le biais de la norme et des appels d'offres. Et donc oui, faire qu'un site web soit accessible, c'est pas une petite question, et que ça devienne un enjeu dont on n'a pas peur de parler et qu'on est prêt à prendre à bras le corps dans toutes les franges de la société, ça serait déjà un bon début. Dans le développement, mais dans tout en fait. Je pense que ça pourrait être pas mal de mettre l'accessibilité un peu au milieu des questions qui nous occupent en ce moment. Oui.
Encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au niveau politique, de manière générale, l'accessibilité, c'est toujours une afterthought, pour parler en anglais, quelque chose qu'on va penser après. On va d'abord penser le produit fini, qu'on parle d'un site web ou d'un lieu physique, et ensuite on va réfléchir à comment le rendre accessible, et qu'au final, quand on réfléchit à comment le rendre accessible, on se rend compte qu'il y a peu de budget, et donc on va faire des gestes avec des guillemets. Est-ce qu'au final, ça, c'est une forme de validisme pour toi? La gesticulation de l'État, oui, complètement. Sans rentrer dans le détail du design, il est évident que si dès le début du projet, on ne met pas la question de l'accessibilité comme un pilier de la qualité produit, je dirais même un livrable, c'est-à-dire que sans l'accessibilité, alors le produit ou le lieu n'ouvre pas, ne sort pas. Tant qu'on ne met pas ça dès le début, ça n'arrivera pas. Et effectivement, on sera cantonné à des gestes qui permettent d'adapter, de bidouiller, de faire que si on peut, on va mettre une rampe, si on peut pas, tant pis, on n'en mettra pas. Mais ça, pour ça, il faut bouger les consciences fortement, il faut normaliser fortement, et c'est un travail qui prend du temps, j'ai l'impression. Est-ce que tu penses que là, d'avoir participé à l'émission et d'avoir discuté de ça avec moi pendant les dernières 3 quarts d'heure, ça contribue à ça, à bousculer les normes? Alors avec ma modeste personne, oui. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté ta proposition. C'est que il faut en parler, et plus on est nombreux à discuter de ces sujets-là, et plus on a de chances de faire infléchir le gouvernail et d'aller dans le bon sens. Après, on est tous les deux dans un café à en parler. Est-ce que ça aura énormément d'impact? Je nous le souhaite, on verra. En tout cas, ça sera sur Internet, et on peut espérer que d'autres gens entendent notre conversation et aussi comprennent que c'est un sujet que tout le monde peut parler. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'attriste un peu ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai lancé ces conversations d'Internet. C'est que la plupart des gens ne se sentent pas légitimes à parler de ces sujets. Et que pour moi, c'est quelque chose qui vient consolider le statu quo et les rapports de force. C'est une analyse assez pertinente, je dois dire. Ouais. Effectivement. Merci, je pense qu'on peut terminer sur ce flattage d'ego. On va faire ça, ce sera pas mal. Je te remercie beaucoup, Thibaut, pour cette conversation et cet échange. Et j'espère que, chers auditeurs, vous l'apprécierez tout autant. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Dear Valid people. Valid people.